Eh bien, bonsoir à tous et merci d'être venus si nombreux. C'est un petit peu l'inauguration donc, de notre cycle de soirées culturelles qui s'appelle En Résonance, dans la suite de ce qui s'est déjà passé l'année dernière et qui a été inauguré par le grand philosophe Hartmut Rosa, qui nous avait expliqué le concept de résonance. Ce qu'il m'en reste aujourd'hui, ce que j'ai compris en tout cas, c'est que nous étions des êtres humains en résonance avec le monde et avec des appels qui pouvaient nous être faits. Et nous avons eu envie d'inviter des personnalités du monde culturel, artistique, intellectuel, à nous parler justement de leur parcours et de tout ce qui a pu jalonner ce parcours. Et souvent, c'est vrai que c'est rétrospectivement, on s'aperçoit qu'il y a des moments qui ont compté et qui nous ont aidés peut-être à devenir ce que nous sommes devenus. Alors, merci beaucoup d'être présents. Et vous avez peut-être vu, vous verrez à la sortie, qu'il y a d'autres très belles soirées qui nous attendent le lundi soir, la plupart du temps, mais parfois aussi le mardi. Donc, n'hésitez pas, si c'est la première fois que vous venez ici, à prendre ces documents. Ils sont pour vous à la sortie. Alors, je remercie infiniment Jacques Gamblin d'être là ce soir. C'est le moment que la tonnerre d'applaudissements. Voilà, ça c'était les applaudissements officiels. Il y a les officieux et les officiels. Merci. Mais c'est vrai que les officieux étaient tout à fait charmants. Oui. Charmant. Alors, je remercie beaucoup Jacques Gamblin, qui est déjà venu à la Cato. Peut-être avez-vous pu le rencontrer il y a quelques années. Moi-même, je dois dire que je l'avais rencontré autour d'un projet autour d'Albert Camus, il y a 10 ans, une sorte de pièce de théâtre autour de son œuvre qui avait été donnée au Centre Pompidou. Donc je pense que c'est le moment d'éteindre ces téléphones. J'espère que j'ai éteint le mien. Voilà. Alors en fait, on est là pour 1 heure ensemble. Et puis, les 20 dernières minutes, la parole sera à vous. Donc vous pouvez vous préparer si vous avez des questions, des réactions, parler d'un film, d'une pièce que vous avez vue, enfin que ce soit vraiment un moment de réactif comme ça. Et puis, ensuite, je remercie beaucoup Sébastien de la librairie Lériot qui a apporté des textes qui ont été écrits par Jacques Gamblin. Parce que Jacques Gamblin est aussi auteur, on va beaucoup en parler ce soir, et il nous fait aussi la gentillesse d'avoir apporté des textes qu'il a écrits, qu'il va pouvoir nous lire, qui vont ponctuer un peu notre rencontre. Voilà. Donc le temps autour de la librairie, vous verrez, il y a beaucoup de choses, des DVD, des ouvrages et des ouvrages aussi vraiment à bas prix pour que tout le monde puisse se faire plaisir, je le dis déjà. Et il y aura aussi un temps de dédicace qui vous sera proposé. Donc, c'est vraiment... le Black Friday de la littérature. Je ne suis pas que littéraire, vous voyez, je suis une bonne commerciale. Alors, depuis je sais pas, 30 ans, 40 ans, Jacques, ça fait en tout cas un bon moment que vous êtes... à notre plus grande joie. Vraiment on peut en rajouter 10, je pense. Ouais. Dans le paysage contemporain, donc au niveau du cinéma, que de films et de grands films, on y reviendra. Et puis aussi, que de pièces de théâtre, de création, de mise en scène, que vous écrivez, que vous jouez, donc tout un univers. On en parlera, qui ne part pas d'ex nihilo, qui part de rencontres, de votre existence, ça va nous passionner. Et voilà, donc on va pouvoir pendant 1 heure un petit peu refaire avec vous le parcours à partir de certains moments qui ont été importants. Et j'aimerais bien commencer, parce que c'est le commencement, si vous voulez bien, par le territoire de l'enfance, par votre enfance. Est-ce qu'il y a quelques images de votre enfance que vous aimeriez nous partager ? Peut-être des images qui sont liées à ce que vous êtes devenu, à tout votre travail d'artiste, ou pas ? En fait, à réfléchir à cette question à laquelle je m'attendais, puisque Anne, vous me l'avez posée avant d'arriver ici, c'est très préparé. Il n'y a pas un mot de trop, en moins. Tout ce que je dis, même ce que je suis en train de dire là, a été préparé. Oui, non, je déconne. Alors, oui, je réalisais que mon enfance et les images que j'ai sont extrêmement paradoxales entre ces images maritimes
de mer, puisque je suis né à Granville, ces images de dunes, d'horizons lointains, avec rien, des espaces extrêmement vides, vides et plein de cette beauté, de cette mer qui s'en va et qui revient, etc. Les plus grandes marées d'Europe. Tout le monde entend bien avec ces micros-là? Il n'y a pas de souci? Non. Bon. Et puis, le contraire de ça, qui est la boutique de mes parents, qui est une quincaillerie avec 4 étages de réserve, le bâtiment, les clous, les pointes, l'outillage, deuxième, les plastiques, les casseroles, tout ça, je sais pas quoi, le troisième, les lessiveuses, le gros blanc, les machines à laver, les poêles, etc. au 4e étage, enfin. Et dans les années 70, tous ces étages débordent de marchandises. Le stock, on ne parlait que de stock, comment écouler tout ce stock. Évidemment, les années passant, les grandes surfaces peuplant le monde du commerce peu à peu ont vidé les réserves du commerce indépendant. Mais à cette époque, et gamin, je suis partagé entre ces deux esthétiques, ces horizontales des plages, où on y passe quand même des jours entiers, etc. Ces footings le long de la mer, et puis la boutique de mes parents avec tous ces objets, l'oppression même de tous ces objets, toutes ces pièces détachées. Et je ne comprenais pas très bien à l'époque, ça a été le sujet d'un premier livre qu'on ne trouve plus et qui s'appelait Quincaillerie, et d'un premier spectacle où cet enfant, ce clown, on peut dire ce personnage un peu clownesque, très naïf, se demande à quoi sert quoi et comment, et comment toutes ces pièces détachées ont une fonction qui est de rentrer dans un puzzle pour faire un tout, etc., et qui servent à autre chose et qui n'ont pas d'indépendance, quoi. Et donc c'est très impressionnant. Et les deux univers sont très impressionnants. Et en fait, je pense que ça, évidemment, comme les images d'enfants, ça nourrit après tous les âges adultes, et notamment probablement l'esthétique des spectacles que j'ai ensuite créés, où je rentrais assez fort en détestation de décors trop massifs, trop verticaux, etc., où j'aime en fait un décor qui est provoqué par la lumière, parce que la lumière, elle révèle des espaces et elle révèle du vide aussi. Voilà. Bon. Oui, alors c'est Pas bien, mal c'est un comme bon démarrage, début. On va dire que c'est un bon début. Fais ce que j'ai pu. Franchement, je trouve que c'est pas si mal. Merci. Non mais. Oui, parce que c'est sûr, parce que la mer, en tout cas, c'est demeuré, on y reviendra. Mais peut-être il y a quelque chose que vous pourriez nous lire justement sur cette atmosphère, ces stocks de la quincaillerie, puis peut-être toutes ces relations, je ne sais pas, tous ces clients qui passaient. Vos deux parents vendaient dans la quincaillerie ? Oui, il y avait deux boutiques. Il y avait la boutique de quincaillerie. Enfin, c'est 5 générations de quincailliers. Donc ça a commencé très tôt du côté de ma mère avec des charrons, c'est-à-dire la fabrication de roues de charrettes. Et ensuite, c'est devenu une quincaillerie de bâtiments. Et mes ancêtres, voilà. Et ensuite, mon père a repris l'affaire. Il s'est marié avec la fille de la maison. Et pas parce qu'elle avait une belle boutique, mais parce qu'elle était belle, tout simplement. Et donc, elle s'est mariée très jeune avec l'Arpette, devenu patron. Nous allions à la plage. Ma grand-mère, celle qui faisait tourner les tables, elle aimait beaucoup la mer, surtout quand elle était partie. Mais la mer était parfois là. Quand elle n'était pas là, on travaillait à la ferme, on jouait au docteur. Mais quand elle était là, on n'avait pas le droit de la goûter parce que d'abord, la digestion n'était pas finie. Quand c'était fini, la mer était trop mauvaise. Le drapeau vert était orange. Le temps d'hésiter si on pouvait quand même se baigner, le drapeau orange était rouge. La mer était repartie et il fallait aller traire les vaches parce qu'elle ne pouvait pas attendre. Ce qui fait qu'on s'est beaucoup amusé, mais pas assez comme on aurait voulu. Il y a comme ça dans ce premier livre, qui est une forme d'inventaire de toutes ces pièces détachées que la vie nous offre. Et à la plage, et alors il fallait refaire le chemin. C'est des extraits, donc c'est complètement... vous voyez ce que je veux dire,
Je prends comme ça vient. Alors il fallait refaire le chemin en sens inverse. Là où on était, les bains n'étaient pas surveillés parce que les sauveteurs n'avaient pas d'assez grands bras et d'assez grands yeux pour surveiller tout partout. Donc il y avait une grosse ligne blanche qui séparait le côté surveillé du côté qui ne l'était pas. Quand par bonheur, la mer était là. Mais parfois, le temps qu'on arrive, elle était déjà repartie. Je n'ai jamais su ce qui se passait quand on se noyait juste sur la ligne blanche. Ce petit extrait témoigne. Alors on restait assis dans le sable, on avait le droit de rester assis avec les chapeaux. Et quand on a été assez grand pour se baigner, nous l'avons fait. Oui, nous l'avons fait. Oui, c'est quand nous étions plus grands que la mer est arrivée. Elle est venue un jour que nous avions le dos tourné. Elle est arrivée et elle est restée là. Oui, elle est restée là. Plusieurs jours. Oui, nous revenions chaque jour et elle était là. Alors nous voulions nous baigner tout de suite parce qu'on se disait toujours si jamais elle s'en va. Mais elle restait, elle nous attendait. Alors là, ces jours-là, on pouvait se baigner jusqu'à 6 fois par jour. Il faisait très très chaud à l'époque. On se baignait 6 fois par jour. On rentrait à partir de 6 heures, on refaisait tout le chemin en sens inverse avec toujours cette envie de se baigner encore une fois, une dernière fois. Mais il fallait rentrer. Non, alors pas de ça parce qu'on n'a pas le temps. On n'a qu'une heure et demie. Alors si on bouffe déjà une demi-heure avec des applaudissements, on va pas s'en sortir. On a tellement de choses à se dire. Non, merci d'avance. On fera tout ça à la fin, on va tous les regrouper. Merci. Alors, est-ce que entre la quincaillerie puis les baignades, il y avait quand même de la place pour le jeu, Vous avez fait du théâtre quand vous étiez petit? Comment? Non. J'étais dans une école, peu importe, oui, enfin qui était privée, publique, j'ai fait un peu de tout. Je me suis toujours viré moi-même avant de l'être, parce que c'était pas le milieu le plus naturel pour moi, les études, et ce qui fait d'ailleurs que je n'ai pas prolongé après le baccalauréat, que j'ai quand même mis 2 ans à avoir. J'étais pas un cancre, mais enfin moi j'étais un actif, un physique, et je n'arrivais pas très bien, mon corps n'arrivait pas à comprendre pourquoi il fallait rester si longtemps immobile derrière, comme vous l'êtes là en ce moment. Voilà, mais bon, ça va durer 1 heure, mais quand on est étudiant, ça dure toute une journée. C'est incompréhensible pour moi ça, de rester assis très longtemps, et donc j'ai arrêté les études. Enfin, j'ai pas fait d'études en fait. Alors bon, vous voulez savoir un peu comment ça s'est passé Peut-être, mais quand je disais pas de théâtre, rien qui Non, s'en alors rapproche? pas de théâtre, rien qui me donne l'appétit, à part 1 ou 2 spectacles, parce que l'école, le lycée nous emmène voir Loin d'Agondange, mis en scène par Jean-Paul Wenzel, à Coutances, et puis au théâtre, et puis des choses comme ça, mais très peu, je ne sais pas ce que c'est en fait tout ça. Voilà. Je ne suis pas mauvais en français, je me débrouille, j'ai eu 14 et 14 à l'écrit, à l'oral, au français du bac. Et donc évidemment c'était une espèce de pied de nez au professeur de français qui me considérait comme non pas comme un abruti, mais comme quelqu'un qui avait quand même un peu envie de foutre la merde, il faut bien le dire. Et donc évidemment, j'ai eu la meilleure note de la classe en français à l'oral. Et je suis tombé sur Antigone, qui m'a beaucoup aidé. Mais l'Antigone d'Anouilh, c'est vrai que Antigone m'a beaucoup aidé. Elle a compris qui j'étais. Tous les problèmes qu'elle avait avec son père, avec Créon. Son oncle. C'est son oncle, Créon, merci. Anne est agrégée, pas moi. Eh bien, oui, j'ai eu la chance de tomber sur l'Antigone d'Anouilh. Il y avait quand même déjà, dans le cours de français, quand même quelque chose qui vibrait davantage que dans les autres cours, ou pas? Oui, plus que les mathématiques, oui, bien sûr, oui. Mais j'ai pas grand-chose à dire sur l'école, parce que sinon je vais être insolent. Oui, c'est une période il reste une colère de cette période, parce que je ne comprends pas. Moi j'avais envie de faire du sport toute la journée, donc évidemment c'était pas terrible. Non, j'ai pas envie de parler de l'école. Alors justement, comment ça s'est passé justement la transition entre ce bac et puis la suite? Voilà. Alors bon, un jour, je décide, parce que je découvre que un jour mon père, ma sœur passe dans une manif
là dans la rue, devant la boutique, contre la loi Debré. Mon père va la chercher par la peau et l'emmène et lui dit c'est moi qui paye, donc c'est moi qui décide. On a plus ou moins tous entendu ça, ou prononcé ces mots, qui ne sont pas complètement injustes non plus d'ailleurs. Mais bon, moi j'ai entendu ça, j'étais plus jeune qu'elle, ça m'a marqué. Donc si c'est moi qui décide, si c'est moi qui vais payer, donc c'est moi qui déciderai. Donc je ne demanderai pas d'être sponsorisé par mes parents pour faire des études. Je vais gagner ma vie le plus vite possible. Voilà, comme ça je pourrai manifester à mon aise. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai été passer le BAFA, le brevet pour être animateur de centre de vacances. Je me dis, j'aurai toujours ce petit diplôme-là qui me permettra de faire des colonies de vacances et des machins des centres. Et d'être animateur et tout ça. Et pendant ces quelques heures de formation, je découvre que le corps peut bouger en liberté. Oui, c'est ça, dans une forme de liberté. Pour prendre un peu d'avance sur mon autonomie, donc je m'inscris à la formation BAFA. Tout le monde sait ce que c'est le BAFA. Hein. C'est vrai que c'est un truc qui n'a pas bougé, ça. Quand vous dites BAFA, tout le monde sait ce que c'est. Alors, C'est incroyable. Qui a le BAFA dans la salle? Mais oui, ben voilà, tout le monde. Il y a 90% des gens qui ont le BAFA, c'est vrai. Et la première session, appelée stage théorique, comporte quelques heures d'expression corporelle. J'ai un rapport à mon corps qui, grâce à la pratique du sport depuis des années, y compris en compétition, est loin d'être maladroit, mais là est un autre mode, contraire aux enjeux sportifs et ses désirs de conquête. Il ne s'agit plus d'être performant, mais tout simplement d'être. À vrai dire, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je sens qu'il n'y a plus d'obstacle entre mon corps, ma tête et mon corps, entre ma peau, mes muscles et mon cerveau. Je m'exprime. Mon jeu s'exprime, ça s'exprime. Le silence, les souffles, les murmures, la peur du ridicule, le plaisir, l'inconnu me traversent. Tout me traverse, se recycle dans l'instant et continue sa route, sans effort, sans résistance, sans réflexion, sans obligation, sans ordre, sans recul, sans jugement. Une sensibilité nouvelle se révèle, les mouvements s'enchaînent, fluide, délié, spontané, je suis entier, tout entier, total, je suis un, plein, léger, uni, unique, je suis moi, je ne cherche plus, je suis, c'est tout, l'air de rien, l'air de pas, et c'est énorme. J'ignore ce que chacun ressent à cet instant, ce n'est pas le sujet, je ne m'inquiète pas de l'autre. Je me frotte à ces corps multipliés, dedans, dehors, connectés, délestés, désencombrés. Mon être agit, découvre l'espace qui s'ouvre bien au-delà des 4 murs de ce studio. Mes bras ne s'excusent plus, mes mains savent toucher d'autres corps, ma peau effleurer d'autres peaux, mes yeux se poser sur d'autres visages. Les exercices se succèdent, les consignes se glissent dans l'atmosphère, on s'approche, improvise, se déploie, s'invente, se tord, se ratatine, se spirale, chute, vole, on joue, on joue, on joue. Je suis partout, moi, disponible et autonome, un peu au-dessus, sensiblement au-dessus, légèrement au-dessus du monde. Mon imaginaire m'offre des bouffées cosmiques. C'est ma chance, je la bois sans rien laisser. Je ne vais pas tout lire parce qu'on n'aura jamais le temps de parler après. Une rencontre entre le corps et l'infini, une première fois, seule et orpheline. À l'époque de l'adolescence, quand j'ai 17 ans à ce moment-là, c'est tout un monde qui s'ouvre, mais qui ne s'ouvre pas intellectuellement, qui s'ouvre organiquement. Et ça, c'est une expérience, évidemment, de lévitation on a tous, certainement ici, eu des moments qui nous ont envoyés en l'air, en fait, et qui nous ont construits pour un autre monde qui s'approche d'une forme de liberté, où le mot liberté, en fait, prend du sens à l'intérieur du corps. Ça, c'est vraiment un peu la définition de la résonance, quoi. C'est-à-dire voilà, cette rencontre avec ce corps, l'intégrité, le sentiment d'être... C'est vraiment très bien écrit, on est avec vous, dans cette rencontre avec vous. Vous êtes vous-même, et en même temps, vous en intègre et puis en grand.
Voilà, Ouais, c'est... pardon. Et c'est voilà, c'est à la suite de ça que j'ai rencontré donc le théâtre du Totem, Hubert Lenoir, et puis qui donc avait une compagnie de théâtre qui tournait dans toute la France et qui m'a engagé suite à un autre stage que j'ai fait avec eux. Mais enfin, c'était complètement cinglé. Moi, j'ai eu le bac au mois de juin et au mois de septembre, j'étais sur les routes avec la 4L, les deux acteurs. J'avais même pas encore le permis et j'étais nommé technicien de la compagnie parce que son régisseur s'en allait, il fallait qu'il le remplace. Et il m'a dit, je te forme. J'ai 18 ans et demi, je n'y connais rien à part que ce que c'est qu'une ampoule et avait un interrupteur. Et il m'a formé à ce travail de technique de la régie lumière. On passait dans des tas d'endroits dans toute la France. Voilà comment ça a démarré. Pendant un an et demi, j'étais régisseur des spectacles. Et puis, ensuite, je suis passé de l'autre côté. Mais ce qui fait que j'ai appris ce métier vraiment sur le tas, sur l'état, la technique, le truc, regarder les autres, observer, mémoriser des choses, me former en même temps comme acteur dans la compagnie. Et ce qui fait qu'après, quand j'ai lancé mes propres spectacles, je sais quoi, je sais ce que j'ai sur la figure, je sais l'intensité des projecteurs, je sais tout ça. Et je peux échanger avec les créateurs lumière, etc. C'était voilà. Ça a été une formation. Mais est-ce que vous vous rappelez à quel moment, enfin, est-ce que ça s'est fait d'un coup, d'un seul? Vous avez eu envie d'être l'acteur, justement? Est-ce que ça s'est passé comme progressivement ou bien subitement? En fait, ça s'est passé progressivement, c'est par mon humeur. Je réalisais que le matin, en me levant, j'étais de mauvaise humeur. Et quand on prend conscience, alors c'est le début du soin. On peut se dire pourquoi je suis de mauvaise humeur tous les matins en me levant, alors que je fais un truc que peut-être plein de gens rêveraient de faire, de se balader. Bon, c'était un métier dur, hein, parce que c'était de l'autofinancement, il n'y avait pas de subventionnement, de rien, il fallait jouer beaucoup pour se salarier. Mais bon, et cette mauvaise humeur, je l'ai traduite à un moment par une frustration, en fait, le désir voilà, de jouer la comédie. Mais c'est pas du tout quand j'étais gamin que j'ai désiré ça, c'est en faisant, c'est en voyant les autres faire. Enfin, c'est complètement... voilà. C'est pas du tout un parcours que je peux conseiller à quelqu'un, puisque c'est la disponibilité. Et comme je crois beaucoup à ça, que les choses arrivent si on est disponible, si on a fermé toutes les portes, évidemment, personne ne peut rentrer. Et moi, je crois énormément à ça, même dans un monde très cadré, de plus en plus, etc. Je crois qu'il y a toujours de la place pour la disponibilité, pour l'écoute, pour laisser rentrer voilà, pas tout refermer, ouais. C'est de la place, c'est du temps. Super, disponibilité, laisser du temps, laisser de la place. Alors, j'aimerais bien là maintenant qu'on continue, enfin, peut-être en mettant l'accent sur votre travail d'écriture et puis les pièces que vous avez créées, suscitées, où on voit à quel point d'ailleurs l'importance du corps, enfin les centrales, l'importance de l'organique, ça vous quitte pas. Et après, vraiment, j'ai l'impression que par l'écriture, c'est pas du tout une approche intellectuelle, c'est que vous continuez d'essayer de... Enfin, c'est comme si vous écriviez à partir de votre corps, enfin, vous avez mieux l'expliqué que moi. Mais j'aimerais bien qu'on s'arrête sur deux pièces de théâtre, deux pièces, enfin, je ne sais pas si on dit... Il faudrait mieux dire 2 livres. 2 livres, ouais. Voilà. Parce que sinon, on a l'impression que c'est des pièces de théâtre. Voilà. Non, c'est des récits, et dont certains ont été joués, en effet, mais ce sont des récits. Voilà. J'ai adapté ces récits pour les jouer au théâtre. Ouais. Alors, mais plein de ces choses-là ont été jouées ici à Angers, d'ailleurs. Hein. Oui, le toucher de la hanche, par exemple. On va peut-être commencer par ce livre-là, que vous pourrez aussi trouver en librairie. Alors, de quoi il s'agit? Et puis, bon, je vois... Alors, juste un petit mot avant, enfin, je sais que le temps passe vite, mais vous avez quand même l'art des titres, hein. Le toucher de la hanche, entre courir et voler, il n'y a qu'un pas, papa. Je trouve que c'est inventif, dès le titre. Alors, oui. Alors, moi, je ne suis pas un romancier qui part de... Je n'écris qu'à partir de ce que je ressens, de ce que je vois, de ce que je connais, de ce que je vis. Donc, j'ai vu mes parents danser la valse magnifiquement dans des mariages, dans des choses. Et j'étais...
ému, en fait, de les voir danser à l'endroit, la valse, à l'envers, de les voir faire le tour de la piste et pas bloquer, et pas faire du bouchonnage comme ça là, sur la piste. Vraiment, ça a avancé, ça a circulé. Et ma mère, qui était comme ça dans les bras de mon père, et il menait la danse, mais en fait, je me suis rendu compte, parce que je la danse aussi, parce que ma mère m'a appris à danser la valse, etc., que la valse, je l'ai aimée parce que c'est une danse symétrique, contrairement au tango. Là, l'homme et la femme doivent avancer sur un demi-tour. C'est-à-dire, si la femme n'avance pas aussi, fait pas un pas pour avancer, la valse n'avancera pas, sinon que l'homme va la tirer pour que ça avance. Donc c'est une danse symétrique, et chacun à son tour doit avancer et tourner. Donc ça m'a paru cette symétrie m'a plu, quoi. Je veux dire, c'est pour ça que j'ai eu envie de parler de cette danse, avec la mémoire de mes parents. Puis ensuite, j'ai été explorer des concours de danse, parce que ça m'a amusé de voir ces choses très kitsch, un peu comme il y a ici, sur la couverture. Donc, et puis j'ai rencontré un couple qui faisait ça, des concours de danse et tout ça. Donc voilà, donc c'est un livre qui parle beaucoup de ça, du couple, de la recherche de l'autre, à travers la danse de couple, voilà. Un bon valseur, il tient sa femme, presque il la porte, qu'elle se sente portée, emportée, qu'elle soit bien portante, qu'elle fonde dans son valseur. Il faut la tenir, la faire fondre, pas la soutenir, la guider plutôt. Elle se laisse faire, c'est un oiseau. Si tu la lâches, elle tient quand même. Tu l'emmènes, tu l'amènes, tu t'adaptes à elle et elle à toi. Tu tiens les rênes, elle le sent. Elle est libre de partir, de rester, de faire un tour, un détour. Tu arrives, tu observes, elle observe, tu la regardes, tu la choisis. Elle te regarde, elle se sent invitée, tu approches, tu invites, elle est invitée. Tu la conduis, tu la prends, tu la tiens, tu y tiens. C'est ta femme. C'est court une valse, il faut que ce soit toujours trop court une valse. Il ne te faut pas seulement une bonne tourneuse, il faut qu'elle t'inspire. Tes jambes et les siennes, ça tricote, ça se faufile, ça caresse le parquet, ça survole, ça anticipe le danger, ça effleure le sol. Les peaux pourries, les changées de cavalière, tu laisses ça aux autres. Tu ne la choisis pas pour ses beaux yeux ou sa taille fine, mais parce qu'elle tourne avec toi, ta femme, qu'elle tourne et qu'elle avance, sans réfléchir. Qui mène la danse, c'est plus toi, c'est plus elle. Ça danse, ça pousse, ça avance, ça tourne, ça n'a plus d'importance. Et tu souffles en même temps. Tu souffles ton vertige. Il ne s'agit pas de tomber sur la dernière mesure. Une passe à l'endroit pour le plaisir, une passe à l'envers pour dérouler le tournis. Et quand son dos fuit sous ta main, tu la replaces. Tu la laisses fuir, partir un peu, s'écarter, t'échapper, et tu la rattrapes. Si ça rigole, tu laisses venir. Si ça rigole, c'est que tu t'envoles. Si ça rigole, c'est que c'est la bonne. Alors c'est un livre, le premier livre, Quincaillerie, était écrit sans ponctuation aucune, qu'avec des blancs, parce que pour moi, la ponctuation orale n'est pas du tout la même que la ponctuation littéraire. Alors ensuite, je me suis un peu calmé, j'ai mis des points. Voilà. Dans ce livre, il y a des points, donc il y a des phrases, ouais, c'est rassurant, il y a des points. Mais c'est très court, c'est un livre très rythmé, parce que c'est sur ces choses-là de rythmique, de ce 3 temps, donc c'est un livre, voilà. Bon, et le suivant, il y a des points et des virgules. Oui, non mais je vieillis. Vous progressez, c'est ça. Je vieillis. Hein? Pardon ? Vous progressez. Je progresse dans la littérature. Entre courir et voler, voilà. Il n'y a qu'un pas, papa. Voilà. Donc on est encore quand même dans des verbes de mouvement. Voilà, du mouvement. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait dans ces livres, c'est que d'être lecteur, c'est aussi d'avoir des sensations physiques. Évidemment, quand on est lecteur, il y a on rentre dans une histoire, on a des images de tout ce que un romancier vous propose. Mais que le livre soit aussi une expérience organique,
Alors, il y a des gens qui vont trouver que c'est haletant, ils n'arrivent pas à poser le bouquin parce que ça part, ça continue, ça suit, ils veulent savoir la suite parce que ça court beaucoup, et que c'est des phrases courtes. Hein, tu vois, voilà, c'est pas du tout, ce ne sont pas des livres sur une feuille morte qui, vous voyez, qui prend son temps parce qu'il y a un peu de vent. Non, non, c'est des livres, on va dire, d'action. Et celui-là, c'est un jour, un homme, sa femme est enceinte, et hop, c'est la ligne de départ, elle perd les os, et il faut qu'il l'emmène à l'hôpital, enfin à la maternité. Et là, sa bagnole tire à droite. Et donc, mais elle tire à droite sans arrêt, c'est-à-dire il y a une panique. Quelqu'un m'a raconté ça, vraiment. Et donc, il est au volant de sa voiture, mais il a sans arrêt l'impression que sa voiture tire à droite. C'est comme un toc, en fait. Hein. Et donc, le type, sa femme est à côté, hein, il l'emmène à la maternité. Il arrête la bagnole et il part en courant sur la route, sur l'autoroute. Il laisse sa femme, tellement il est paniqué, comme si ce toc arrivait, parce que la panique de devenir père, possiblement, et il part en courant pour être à l'heure à la maternité, alors que sa femme est restée dans la bagnole. Voilà. Et là, à un moment donné, il se retrouve avec un marathon, il se retrouve au milieu d'un marathon. Après, c'est un livre assez cinglé. Et dans cette course, évidemment, il fait du revival de plein de choses de sa vie, etc. etc. Et parce qu'il se dit, mais à pied, en courant, c'est la seule solution pour être à l'heure. Je ne dépends de rien d'autre que de mes jambes, que de moi, que de mon cœur. Et c'est ce que je pense finalement, l'indépendance totale, c'est d'être à pied. Bon, il n'y a pas de grève des métros, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de dérailleur qui fout et parallèlement, ce qui tend l'affaire aussi, c'est que il va se retrouver à un moment entre choisir d'être au premier souffle de son enfant ou au dernier souffle de son père. Un peu comme si il se retrouvait au bout de cette course dans un couloir d'hôpital en train d'hésiter à qu'est-ce qui est le plus important dans sa vie. La question reste posée. Voilà. Alors voilà. Alors bah oui, ça j'ose dire. Ouais, un tout petit extrait. Je courais pour me perdre, pour me retrouver, parce que j'étais perdu. Je courais éperdument pour être seul, pour être vivant, pour respirer, pour aller au-delà de mes forces. Je ne sais pas, pour les mesurer, faire bouillir mon corps, ne plus faire partie du tout, peut-être, sans doute, avec le recul, pour être nulle part, ni sur la terre, ni au ciel, nulle part et pour personne, et pour toujours. Pour n'être plus là, pour être plus loin, et ne plus m'arrêter jamais, comme un fou. Je me disais, je cours comme quand on est fou, pourvu que ça dure. Des voitures s'arrêtaient pour me prendre en stop, mais j'ai refusé. Je hurlais, ça va pas, non? Ça va être pire si je monte à la place du mort. Voilà, bon, je fais court, parce mais qu'on a c'est fait, voilà, mais c'est ouais. voilà, Justement, comment vous faites? Parce que on a bien noté la musicalité, le rythme, quand même la transgression des règles, mais au service du souffle. Comment vous écrivez, enfin, avec l'ordinateur, avec un crayon, ou bien vous improvisez? Comment vous faites? Alors, il y a plusieurs méthodes d'écriture. Oui, au départ, c'est vraiment avec un crayon de bois sur des cahiers, etc. Mais en fait, la première écriture de Quincaillerie, le premier livre, c'est de l'improvisation. Il y a énormément de travail d'écriture qui démarre à l'oral, enregistré. Ça, c'est vraiment 1h20, un cassette, tchouk, je suis là sur un fauteuil, toc, et je pars en vrille, quoi. Je pars en improvisation, quoi. Et puis 1 an et demi après, j'écoute l'enregistrement, je fais écouter à quelqu'un, un metteur en scène, je dis, est-ce qu'il y a de l'écriture là?
Et il me dit, ah oui, il y a de l'écriture. Et là, je me mets à tout retranscrire sur papier, à cette époque-là, et ça devient de l'écriture. Donc il y a un travail ensuite qui est fait sur l'écriture, des purs, de coupe, de temps, et ensuite, si c'est joué, ça peut être destiné à être joué, alors ça repart à l'oral. Vous voyez, c'est cet aller-retour. Le toucher de la hanche, c'est que de l'écriture à la table. Entre courir et voler, c'est de l'écriture à la table. Mais il y a eu d'autres... Je ne sais pas si j'aurais écrit, si j'aurais été passionné d'écriture si je n'avais pas été comédien. L'écriture m'est venue. Je ne suis pas un grand lecteur. Moi, je ne lis pas beaucoup de livres. Et les librairies, les bibliothèques m'impressionnent. J'ai peur que ça me tombe dessus. Le stock, je suis traumatisé du stock. Tu vois, je reviens sur cette histoire de mes parents, tous ces objets moi, j'aime les espaces vides. Donc, évidemment... alors si, j'aime les bibliothèques pour le silence. J'aime cette atmosphère-là de concentration et de silence. Mais j'ai un peu dévié de quoi on parlait, je ne sais plus. On parlait justement de comment vous écriviez. Ah voilà, bon voilà. Souvent comme ça. Voilà. Lecteur, ça dépend des projets. En ce moment, je suis en train d'écrire un livre, une somme de beaucoup de choses. C'est à la table. Mais autrement, c'est beaucoup des improvisations qui sont filmées, et puis je récupère l'écriture. Je crois que le métier m'a offert le plus beau cadeau, c'est l'improvisation. Je trouve que c'est extraordinaire, l'improvisation. Voilà, il n'y a pas de limite, en fait. Voilà, les murs s'écartent, tout s'écarte. Le monde de l'imaginaire, tout est possible. C'est ce que j'allais dire maintenant. C'est ce qui fascine un peu dans votre parcours. Quelqu'un qui est discret. Oui, c'est justement le fait que vous vous reposez jamais sur vos lauriers et que vous êtes sans cesse. Mais justement, c'est ça, l'improvisation. Vous avez dit l'écoute, les qualités, les valeurs, gérer l'écoute, la disponibilité, pour toujours de la nouveauté et pour écouter ce qui vous arrive. Et un jour, donc, il vous est arrivé encore une belle histoire avec ce marin Thomas Coville. J'aimerais bien qu'on en dise un petit mot, parce que c'est un dialogue épistolaire avec ce que vous allez raconter, parce que c'est vraiment signe de votre créativité, ne jamais refaire deux fois la même chose, mais voilà, être à l'écoute de ce qui vient. Oui, alors ça, c'est le livre le plus récent, on va dire, qui est aux Dilettantes, aux Équateurs, et qui est à partir d'une correspondance que j'ai eue avec Thomas Coville, coureur des mers, en ce moment en course. Pour ceux qui s'intéressent à la voile, il est au large du Brésil dans une course des ultimes, l'Arkea Ultime Challenge, qui est partie de Brest il y a une semaine. Ils sont 6 avec des bateaux de 32 mètres, des trimarans, et ils font le tour du monde. Et là, ça a été écrit parce que on est devenu... on est voisins, il m'a invité sur son bateau, on est devenus amis, c'était le début d'une amitié. Il m'a laissé l'adresse mail du bateau, et quand il est parti en 2014 pour une tentative de record du Tour du Monde à la voile en solitaire, je lui écrivais tous les jours, sans savoir s'il me recevait, en étant inquiet qu'il a autre chose à faire, il est en course, mais j'écris un jour, puis un autre jour, puis un autre jour, puis je me dis, tiens, si je lui écrivais tous les jours. Moi, je suis en tournée avec un spectacle, je suis aussi jamais au même endroit. Lui, pareil, mais sur l'océan, et puis j'écris. Je lui dis pas comment il faut qu'il fasse ses manœuvres. Hein. Je lui écris ce que je suis en train de vivre. Enfin voilà. Bon. Et puis il n'y a pas de réponse. Il n'y a jamais de réponse. Les petits indices. Tiens, il a reçu quelque chose, un truc sur une communication sur BFM TV, ou qui dit j'ai reçu un truc. Je sens que c'est de moi dont il parle. Il est discret. Et puis un SMS un jour qu'il a reçu. Et puis un jour, il abandonne, parce qu'il a des problèmes. Il sait qu'il ne va pas arriver à battre ce record. Et là, en fait, c'est facile d'écrire à quelqu'un qui est sur la route, qui avance. Mais qu'est-ce que je vais dire à quelqu'un qui abandonne pour la 4e fois ? Il en a fait une raison de vivre de ce tour du monde. Et là, je dis, mais je lui écris tous les jours, depuis 15 jours, que je ne vais pas m'arrêter là parce que je ne sais pas quoi lui dire. Et là, ça met en jeu. Et voilà.
et c'est la force, je pense, du livre, c'est qu'à un moment donné, il me répond parce qu'il abandonne le record et il s'abandonne aussi à l'écriture. Il m'envoie 2 mails sublimes où il se livre et voilà. Bon, bref. Et là-dedans, il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres moments où on écrit à distance. En fait, comment la distance crée de l'intimité aussi. Comment on se livre peut-être plus à distance que si on était l'un en face de l'autre dans un salon. Des choses se dévoilent, c'est le cas de le dire. Bon. Et donc, c'est un moment fort de ma vie. Et un jour, 1 an après ou 2, je lui relis tout ça, tous ces mails qu'on s'est écrits. Et je lui dis, tiens, peut-être que ça pourrait être porté à la scène, que c'est une histoire d'amitié qui peut être tout à fait universelle. Et que c'est... Et parce que aussi, ce qui nous relie, c'est qu'on a choisi tous les deux dans nos métiers les choses les plus difficiles à faire. Lui, solitaire sur des grands bateaux autour du monde, et moi, de faire du solo aussi avec mes propres écritures. Je connais rien de plus difficile dans son métier pour lui et dans le mien pour moi. Et pourquoi on a choisi ça? Parce qu'on est un peu dingue, sans doute, parce qu'on aime prendre des risques, parce que même si ce n'est pas du tout les mêmes, mais ça, je pense que ça nous a aussi rapprochés dans nos engagements, dans nos caractères, etc. Voilà. Et donc c'est un livre qui est fait que de correspondances comme ça. Et dans la deuxième partie, il écrit beaucoup plus. Et bon, j'avais relevé un truc, mais je regarde. Ouais. Je suis heureux que tu me reçoives. Évidemment. C'est tellement étrange d'écrire des mots qui ont toutes les chances de s'évaporer en petite fumée entre ici et toi. Ici, c'est Château-Vallon, pour ma dernière ce soir. Hier fut une merveilleuse soirée qui efface un peu la précédente, un petit miracle. Le son, l'énergie, le partage, un grand et beau run, mon bateau était bien réglé. Je suis vraiment heureux de jouer, parfois. La seule chose que j'aime dans les mauvais jours, c'est que le lendemain, on est sûr de faire mieux. Accepter pour oublier. Ce travail, tu sais, Thomas, je l'essaye moi aussi quotidiennement. Grâce à toi, grâce à mon âge, à mon désir désormais irréductible d'être heureux, au calme que je semble en tirer, et à bien d'autres choses encore, parce que c'est dur de monter chaque soir sur un plateau, et seul, avec mes propres mots, et dur d'en descendre, parce qu'il y a du vide en dessous, dur de craindre de déplaire, cette maladie qui laisse des taches sur la peau. J'ai la trouille, tu sais, avant de jouer tous les jours, et ça commence dès le matin. Je fais une sieste dans ma loge pour me calmer et aimerais me réveiller en scène sans passer par cette minute qui précède la mise à feu. La minute des insectes, ceux de la tombée du soir que je tente de chasser par de grands mouvements respiratoires, les insectes de la peur qui me ramollissent les guiboles, quand la lumière inonde le plateau qui n'attend plus que moi. C'est à cette seconde-là que je vais chercher le courage pour le sortir de ses gonds. À cette seconde, j'arrache les montagnes de leur socle pour simplement faire le métier que j'ai choisi. Je déteste cette seconde. Je voudrais que tout ait commencé depuis toujours. En fait, je voudrais ne jouer que des spectacles en cours. Vous l'avez donné à Angers. Moi, je l'ai vu à Angers au Quai. Oui, on l'a joué au Quai à Angers aussi. Ouais. Bon, je voudrais quand même, on a un petit peu le temps encore, enfin, peut-être de parler de cinéma, puisque c'est une grande partie de votre carrière. Ça va? C'est supportable, ça va? C'est très bizarre parce que le son du micro... Le son du micro nous isole complètement. C'est comme si on parlait à nous-mêmes. Alors, c'est pas complètement faux, mais enfin, on a quand même envie que ce soit communiqué parce que donc vous entendez bien. Ça alors. crée une... Bon, il nous l'aurait dit depuis. Alors, le cinéma, je voudrais, pendant un instant, peut-être qu'on parle. Enfin, moi, j'avais bien sûr noté. Enfin, il y en a plein d'autres encore, mais Gary des Enfants du Marais, tous les personnages que vous avez interprétés, le chauffeur de taxi du premier jour du reste de ta vie, le père de l'enfant handicapé dans De toutes nos forces, le représentant en papier peint, ça c'est un film assez récent dans L'homme debout, Albert Camus, que vous avez joué dans l'adaptation du Premier homme, et puis Le tigre et le président, là vous interprétez Deschanel, enfin, et combien d'autres films encore.
Et je voulais savoir, enfin, peut-être que vous nous disiez en quelques mots, quoi, c'est quoi là pour le coup, vous vous mettez bien sûr, dans les mots des autres, dans le choix d'autres artistes, et comment ça se passe pour vous, cette préparation du personnage ou la rencontre avec le personnage? J'ai toujours pensé le personnage comme une rencontre. Nous marchons chacun de notre côté, nous croisons au carrefour, nous trouvons sympathiques et au minimum dignes d'intérêt l'un pour l'autre, échangeons quelques mots dans la disponibilité du petit matin, pour voir, pour sentir, et plus, si affinité. Nous faisons quelques pas sur une autre route, une route pour nous, une route commune que nous inventons ensemble. Il peut tout savoir de moi, mais je ne saurai jamais tout de lui. C'est la règle, car il n'existe ni en chair, ni en os. Il est un ami de circonstance. Voyage improbable de la rencontre avec un personnage qui va devenir une personne parce que je lui donne un peu d'attention. Je n'ai pas besoin de savoir ce qu'il a vécu avant la première page du scénario, ni ce qu'il vivra après la dernière. Il ne me donne que ce qu'il peut et je le prends. Je cherche et débusque dans ses mots et ses comportements ce qui pourra remplir les vides de sa ligne de vie. Nous sommes alors entrés l'un dans l'autre et nous pouvons danser. Je peux alors ne plus paraître mais être. Ce processus mystérieux agit par glissement, sans le maîtriser tout à fait. Il travaille comme le bois coupé travaille dans son repos. Il joue comme le bois joue, allongé en planche, séparé par de menues lattes qui lui permettent de respirer et se gonfle ou se rétracte, influencé par l'hydrométrie, la température, son âge au moment de la coupe et autres paramètres. C'est le temps du séchage, de la maturation. Suite à cette première rencontre sur le carrefour, je deviens morceau de bois disponible, me laisse imprégner, je gonfle ou m'assèche, suivant l'humeur, je m'entrepose en attendant de devenir meuble, de servir à quelque chose, à quelqu'un, qui posera ses mains dessus, qui me touchera et sera touché en me touchant. Je ne le décris pas, ni ne l'explique, ne le justifie, ni ne l'excuse. Je le laisse prendre sa place, se glisser, se mouler en moi, jusqu'à le représenter, l'interpréter. Le vivre en m'oubliant parfois devant cette caméra qui imprime ce que j'ignore de moi. La discussion du carrefour finie, nous reprenons notre chemin. La planche de bois devenue meuble a trouvé un acheteur. C'est-à-dire que quand on me demande cette question, mais comment vous faites pour entrer dans la peau d'un personnage, c'est pour ça que je dis les choses complètement autrement. Je dis c'est une rencontre, c'est-à-dire c'est un être qui n'existe pas, mais qui est défini par une histoire, des situations, des comportements, des phrases, des répliques, et que il n'existe, il ne marche que parce que j'ai deux jambes, il ne regarde parce que j'ai deux yeux, il ne parle que parce que j'ai des cordes vocales. Donc il ne peut pas se passer de l'acteur qui va l'interpréter. Il n'existe pas en soi. Sauf si c'est un personnage qui a existé comme Cheval ou comme Deschanel ou comme je sais pas quoi. Mais c'est une rencontre et c'est pour ça que je dis ça se fait. C'est très difficile d'expliquer comment l'influence que peu à peu l'histoire, le personnage me donne et comment je me laisse imprégner jour après jour en apprenant les textes, puisque je m'y prends très longtemps à l'avance pour apprendre les répliques et être disponible au premier jour de tournage sur n'importe quelle scène qu'on va pouvoir tourner, je suis prêt. Et ça se fait, voilà, ça travaille. Au début, quand j'étais jeune acteur, évidemment, je sais pas, j'étais un peu, je sentais qu'il fallait faire, qu'il fallait travailler, alors que là, en dehors du fait d'apprendre les phrases, parce qu'il faut les savoir par cœur, en dehors de ça, je laisse faire et ça, et parce que c'est dans ma tête, c'est dans mes rêves, c'est quand je marche dans la rue, c'est quand je pédale, je m'imprègne, je le laisse arriver tranquillement. C'est pas moi qui rentre dans sa peau, il n'a pas de peau, c'est lui qui rentre dans la mienne. Moi, j'ai une peau, vous comprenez? Et ça se fait.
Ça se fait dans mon corps, ça se fait dans, je sais pas, dans ma sensibilité, ça se fait. Mais il y a toujours un point d'émotion fondamental, c'est-à-dire qu'il y a toujours un endroit où, si j'ai accepté un rôle, c'est parce que ce moment-là me bouleverse. Même si c'est un moment très drôle, mais il me justifie d'être là, quoi. Ouais. Une scène, un moment, une réplique. Ou waouh. Par exemple, Cheval. C'est ça. J'aimerais bien qu'on termine avec lui. Par exemple, Cheval. Le facteur Cheval. Le facteur Cheval, c'est un personnage qui m'a tellement bouleversé que je lui ai écrit après le tournage. J'ai écrit une lettre à Cheval qui s'appelle Cher Cheval pour me libérer finalement de ce personnage qui m'avait imprégné de son silence, bouleversé par ses malheurs, etc. Rappelez un petit peu le contexte. Alors Cheval, le facteur Cheval, c'est un homme qui pendant 33 ans a construit le palais idéal. Il était facteur dans la Drôme, il faisait 30 km par jour, il distribuait le courrier, et puis il s'est mis à construire ce qu'il a appelé le palais idéal, qu'on peut visiter, que 400 000 visiteurs visitent par an, ça vient de partout dans le monde, qui est une œuvre la première œuvre d'art naïf validée par Malraux, en 69, je crois. Et c'est un, voilà, il y en a qui connaissent certainement. C'est que des pierres qu'il a trouvées sur le chemin de Facteur, sur le chemin que tous les jours il empruntait. Il a trouvé des pierres qui ressemblaient à des dents, comme des grosses dents, et il a construit ça. Et je ne sais pas comment décrire vous regarderez sur Internet, je ne vais pas vous décrire le palais idéal de Facteur Cheval. Moi, je ne connaissais pas tout ça avant, donc et on me propose de jouer ce personnage. Je me dis, ça, c'est pour moi. Pourquoi c'est pour moi, j'en sais rien. Je l'ai su peu à peu, j'en étais sûr que c'est... Voilà. Parce qu'en fait, ce personnage, il m'a bouleversé dans son côté mute, comme ça. Il lui arrive tellement de malheurs, tellement ses enfants qui meurent les uns après les autres, sa femme, sa première, sa deuxième femme, la tuberculose, les machins. Et lui, il meurt à 88 ans après avoir obsessionnellement travaillé jour et nuit sur ce palais idéal, incroyable, cette œuvre d'art brut. Et cet homme-là m'a bouleversé, ce personnage m'a bouleversé, ouais. Cette incapacité, telle que je l'ai interprétée, telle qu'il était écrit aussi, à parler, à dire, à transmettre, à communiquer des émotions autrement que par ce geste artistique. Et donc c'est un tournage très dur pour ça, d'un personnage quasiment muet, et où il prend tous les coups avec une réserve, une dignité comme ça. Donc j'ai eu besoin de lui écrire. Et un livre sortira chez Fata Morgana en avril qui s'appellera Cher Cheval, puisque les éditions Fata Morgana ont eu envie d'écrire ce texte, enfin d'éditer ce texte. Voilà, où je... Peut-être que vous pouvez nous en lire un passage je sais plus, oui. Pour finir ce moment. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps sur cette histoire, toutes les larmes qu'un corps peut porter, toutes les larmes que je ne pensais pas posséder, toutes ces larmes venues de mémoires anciennes, venues de nulle part, ces larmes en prévision des jours à venir. Un film peut faire cela. Je ne le savais pas. J'ai vidé mes larmes pour être cet homme sans larmes. Elles ont séché, se sont évaporées au contact de l'air, entre la répétition et l'action. Rempli de ce vide, rempli de cette mémoire de larmes, je peux être cheval. Délesté de mes sanglots, je peux tenir debout, faire un pas, puis un autre, raide comme d'une ivresse qu'on ne veut pas montrer, ivre de douleur, le muscle raide, ne rien montrer, comme les pierres, se jeter dans la construction de mon palais à corps perdu, à peau perdue, jusqu'au bout. Et quand sait-on que c'est fini, que le travail est accompli, que la dernière main est mise? Qu'est-ce qui décide en vous
que le point final est invité. Cheval, est-ce quand Alice, votre petite fille qui porte le même prénom que vous, que votre fille, vous invite à danser? Vous aviez 88 ans, votre dernière année dans ce palais et sur cette terre. L'avez-vous confondue avec votre fille lorsqu'elle est venue vous demander « S'il te plaît, cheval, est-ce que je pourrais me marier dans ton palais ?» Plutôt que la mort, est-ce là le point final? La fête plutôt que la mort? Les naissances plutôt que la mort? La transmission plutôt que la mort? Vous avez accepté. Une photo en témoigne. En fait, j'ai la chance, et je me suis toujours donné la chance, d'accepter des personnages qui me... Je sais pourquoi je suis là, quoi. Voilà. Je préfère ne pas faire que de faire, pour être là, pour être présent, pour ne pas qu'on m'oublie. J'ai toujours choisi. Même quand je n'avais pas de choix, j'ai choisi de faire ou de ne pas faire. J'ai cette force-là, j'ai cette chance-là d'avoir pu faire ça, parce que économiquement c'était possible, parce que aussi ma liberté c'était de ne pas forcément tout, comme on dit, faire l'arrêt plus long que le sillon, ne pas tout dépenser et d'en garder à gauche pour justement avoir la possibilité de refuser des choses. Et cette liberté-là, ça fait que je peux dire pourquoi chaque film que j'ai fait ou chaque spectacle, je sais pourquoi je l'ai fait au moment où je l'ai fait. Voilà. C'était très important pour moi, ça l'est toujours. Oui. Merci beaucoup, Jacques. J'aimerais maintenant laisser la parole, si vous le souhaitez, à celles et ceux qui voudraient s'exprimer. Donc les micros vont circuler grâce à Aurélie et Mallory. C'est vrai que c'est pas si simple que ça de prendre la parole maintenant, dans le fond. Hein. Ah, mais bravo, monsieur ou madame. Bonsoir. Merci d'être venu à Angers. J'ai été impressionné par la force de votre écriture. Donc juste une remarque, j'ai compris que Cheval allait être édité, mais le texte sur la rencontre avec un rôle, je l'ai trouvé superbe. Et où est-ce qu'on peut le trouver ou... Alors pardon, je vous ai coupé, pardon. Vous êtes là. Alors, on ne peut pas le trouver pour l'instant. C'est un livre que je suis en train d'écrire. En fait, c'est un gros projet. Je mets beaucoup de temps avec ce livre. C'est pas un livre qui sera adapté pour jouer. C'est une somme, en fait. Mais c'est pas... Je pars de ma mère, qui vit toujours, qui a 89 ans il y a quelques jours. Et je pars de cette femme qui a beaucoup perdu la mémoire, qui a perdu beaucoup l'audition et donc peut-être aussi beaucoup la parole, qui est une femme avec qui voilà, j'ai beaucoup parlé. Il y avait une grosse complicité avec ma mère que j'ai toujours, mais maintenant c'est une dame très âgée et voilà, et qui est dans le silence en fait. Hein. Et je pars de cette figure de cette femme, de ma mère, et de qui je ne sais finalement pas grand-chose de son enfance. Je m'en suis rendu compte. Et je fais comme on a dit, comment s'appelle, je rentre en résonance de ce silence qu'elle a aujourd'hui, de son manque de mémoire, et qu'elle oublie tout, etc. Avec moi, ce que j'ai envie de... Ce qui revient en surface de tout ce que j'ai vécu. Alors, c'est pas du tout un livre mémoire, puisque je parcours, enfin voilà, et puis je pars de ce fil-là. Donc c'est un dialogue par moment avec elle, comme ça. En gros, c'est comme si elle disait, je lui pose une question, elle dit, je ne me rappelle plus, et moi je dis, moi je me rappelle de ça, de ma vie, quoi, de moments d'enfance, d'adolescence, du travail, et du travail, par exemple, voilà. Donc c'est un livre que j'ai du mal à résumer en 2 phrases. Voilà, ça va être Redas en promotion. Déjà, ça me fait chier, en fait. Mais bon, je suis sûr que ça va le faire. Mais voilà, donc ce type de texte, normalement, j'espère, voilà, sera dans ce livre, comme ça, on suivra, comme un voyage de la pensée d'un homme qui marche, qui par moments
voit sa mère un peu à distance ou parle avec elle et puis hop, part ailleurs, quoi, voilà. Mais alors, ça, j'ai pas encore d'éditeur, c'est pas encore daté, tout ça. J'ai deux questions. La première question, c'est sur le cinéma. Alors déjà, je signale que le film De toutes mes forces passe dans le cadre du festival Premier Plan d'Angers la semaine prochaine, puisque la thématique est sur le sport. Donc le film est projeté, donc je pense que ça sera une belle occasion de vous retrouver. Sur le cinéma, moi, ce qui m'effraie à l'heure actuelle, c'est la rapidité du cinéma, et je trouve que c'est un manque de respect pour tous ceux qui ont œuvré pour créer un film, depuis l'écriture, depuis le financement, le rôle, et il y a des très bons films. Je pense à un film qui m'a beaucoup touché, qui est La fille de son père, qui va peut-être faire une 3e semaine et qui va disparaître, alors que c'est plein de richesses, beaucoup d'innovation, c'est émouvant. Et puis la deuxième question que j'ai à vous poser, c'est dans le cadre de résonance. La résonance, ça comporte effectivement ce qu'on reçoit des autres. Et donc il y a aussi la transmission, donc ce que vous avez reçu et ce que vous voulez transmettre. Et qu'est-ce que vous pouvez transmettre aux générations futures dans le cadre d'un horizon qui quand même est assez complexe aujourd'hui. Mon Dieu. J'espérais que cette question vienne à 19h30, au moment où j'ai pas du tout le temps d'y répondre. Oh mon Dieu. Alors pour ce qui est du cinéma, bon ben voilà pourquoi il y aurait moins de films qui sortent que de yaourts dans la vitrine. Tout, hein, tout, de toute façon, est exponentiel, tout. Il y a de plus en plus de films, oui, qui sortent, de plus en plus. On peut pas s'en plaindre, la France étant le 3e pays de production de cinéma, mais tout est consommation, donc voilà, c'est dommage, les films partent à une vitesse folle, c'est terrible. Alors bon, les plateformes les récupèrent, parfois il y a une autre vie, oui, sur les plateformes, bon bref. J'ai rien à dire là-dessus, c'est dommage. Quand on faisait 1 million d'entrées avec un film il y a 20 ans, ben aujourd'hui on en fait 300 000, voilà, ben c'est comme ça. C'est dommage, ah oui, c'est bête, mais tout s'accélère, tout le temps en fait. Je veux dire, si t'as pas vu ça, ah bon, ah oui, je vais aller voir tant que c'est déjà fini. Au théâtre, c'est pareil, il y a trop de tout. Bon, ben voilà. Ouais. Mais bon, ça, il n'y a rien à dire, c'est comme ça. Il y a trop de choix, il y a trop. Mais est-ce que c'est trop? Est-ce que le terme trop est juste? Je sais pas. Enfin, bon, bref. Mais en tout cas, oui, ça pose des problèmes de financement évidemment et tout ça. Bon. Qu'est-ce que je veux transmettre? Comment on essaie de transmettre de la légèreté, de la joie à travers tout ce que... Moi, je suis un adepte des chaînes d'information. Je suis un peu quand même au courant de tout ce qui se passe. Je suis un peu addict. C'est complètement con, parce que ça me bousille le caractère, ça me bousille le... Mais je veux être au courant. Plus je vieillis, je crois que plus je suis dans la géopolitique, je regarde. C'est comme ça, non, souvent. Quand on vieillit, il y a l'histoire. Bon. Je ne sais pas ce que je veux transmettre, c'est que tout est toujours possible. Mais enfin, je ne sais pas. Je vais dire des banalités. Je ne sais pas ce que je veux transmettre. Il y a trop de choses que je ne comprends pas. Je comprends. Moi, je suis dans un engagement personnel sur l'écologie, l'environnement depuis toujours. Depuis que j'ai 18 ans, je mets mon bulletin vert dans l'urne. Je ne comprends pas que ce ne soit pas juste ça qui nous intéresse, en fait. Ouais, je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends rien. Donc évidemment, la seule chose que je peux transmettre, c'est qu'on se rend compte, c'est que la nature, voilà, tant qu'on la détruit pas encore, je bégaye là, je merde. Je merde à votre question. Je vais prendre 20 minutes pour ne pas répondre, donc c'est que je vais réfléchir. Et je m'excuse, ou je vous prie de m'excuser de ne pas être très facile sur la réponse, parce que j'ai envie de transmettre. Et la plus belle chose qu'on m'ait transmise à moi, c'est l'énergie, indépendamment du monde politique
et de l'histoire, etc., on m'a offert l'énergie et qui me permet que même dans la côte, même dans la bosse, je peux encore faire un tour de manivelle et hop, gagner une vitesse. Un coureur du Tour de France, un jour, est à mes côtés et il me dit « Ah, mais t'as tout mis à gauche. Non, alors t'as même pas une poire pour la soif ?» J'étais là. Il me dit « Non, réduis. » C'est-à-dire « Ah oui, mais comment je fais? Je suis déjà... » Non, réduis, comme ça t'en as toujours une. Si jamais tu bloques, t'en as toujours une, que là t'as plus rien. Et hop, je suis descendu d'un cran, c'était encore plus dur, mais j'en avais une. J'avais l'espoir que si vraiment je bloque, je peux. Mais du coup, je ne l'ai jamais passé, la vitesse. Voilà ce que j'ai envie de transmettre, c'est cette énergie, ce courage de ne pas tout mettre à gauche, de se dire « Waouh, ouais, encore une, j'en ai encore une. » Ça, pour ça, il faut beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'énergie. Mais c'est inné, l'énergie, donc ça ne se transmet pas. Je ne peux pas transmettre aux jeunes, il faut que vous ayez de l'énergie. C'est complètement con. Tu l'as en naissant ou tu ne l'as pas. Hein, c'est un peu contagieux quand même. Puis, si je peux me permettre, vous avez quand même transmis des choses déjà ce soir. Tout ce qui est de l'ordre de la disponibilité. Oui, mais pas à des jeunes. Oh, allez, révoltez-vous les jeunes. Ah, mais non, vous êtes jeune, bien sûr, dans votre tête, je le vois tout de suite, ça se voit que vous êtes jeune dans votre tête, moi aussi, je lui donne... Mais monsieur me dit, je sentais que c'était à des jeunes, que la question, il y a quelques jeunes. Encore 2 questions, alors, et réponse courte, Jacqueline. C'est Jacqueline qui a le... Pardon, on ne voit plus rien du coup. Alors oui, vas-y, très bien, allez-y. Bonjour, et il s'agit de la voilà, course. Un jeune qui a de la voix. Il s'agit de la course dont vous avez parlé tout à l'heure avec Thomas Coville. Je crois savoir qu'il est parti à bord avec un petit livret et une petite anthologie de poèmes que lui aurait choisi et ses proches et sa famille. Est-ce que vous en faites partie? Est-ce que vous avez choisi un petit poème et lequel? Oui, j'ai choisi un petit poème. C'est un connaisseur. C'est un connaisseur. Alors, c'était pas sur cette course autour du monde qu'il est parti avec une panoplie comme ça de poésie et que Cathy, sa femme, Cathy, lui compile ça en secret et donc il le découvre quand il est à bord, quand la course est partie. Et là, j'ai choisi en fait une poésie. J'étais avec ma mère et je lui dis « Oh là là, qu'est-ce que je vais lui choisir comme poésie ?» Justement, j'étais avec ma mère. Et ma mère se met à me réciter une poésie d'il y a très longtemps. Merde, je ne sais plus le... Victor Hugo, je ne sais pas. Et on la retrouve, bon, il lui manquait des mots. On la retrouve et tout. Et voilà, j'ai mis cette poésie, mais ça me fait penser à autre chose que vous dites. Et là c'était une compile de musique. Cette fois-ci, pour la course-là, c'était une compile de musique, ouais. Mélancolie. Ah oui, mais alors j'ai même pas... Ah si, Robert Lamoureux. Carrément. J'allais dire Nerval. Et alors ma mère, elle me dit ça comme ça, et ça me fait penser que la plus belle leçon d'acteur que j'ai eue, c'est ma grand-mère. Un jour, on se promène et elle me dit une poésie comme ça, avec les 60 ans derrière elle, d'une poésie apprise à l'école. Et elle le disait comme ça, comme finalement les textes doivent être lus, c'est-à-dire sans intention, comme des flèches tranquillement qui atteignent leur cible, chaque phrase comme ça. Et c'est très beau, on en chie à l'école pour apprendre par cœur des choses, mais finalement ça ne sert pas sur le moment, et en effet ça peut servir 60 ans plus tard ou 70 ans plus tard. Il faut avoir de l'espoir, parce qu'il y a un petit enfant qui est là, on marche sur la plage et d'un seul coup la grand-mère récite cette chose avec délesté des intentions, délesté des ponctuations, c'est tout simple. Et l'auteur est là derrière. Ça. Alors bon, là, c'était pas ce poème-là qu'elle m'a dit, ma mère.
Mais c'est sa mère qui disait ce texte. Il y a des jours comme ça, on est tout morose, on vasouille, on traîne, on rêve, on languit. On se dit, voyons voir, j'ai envie de quelque chose, mais on ne sait pas de quoi. Alors on s'ennuie. On est mou de partout, on n'a plus de réflexe. J'ai faim, j'ai pas faim, j'ai froid, puis j'ai chaud. Et pendant des heures, on est là, perplexe. 5 minutes sur le ventre, 5 minutes sur le dos. On mange sans manger, comme on boit sans boire. On va faire pipi sans même y penser. On fout la pagaille dans toutes les armoires, sans savoir d'ailleurs rien à y chercher. L'air désabusé, on passe une chaussette. Comme on ne trouve pas l'autre, on laisse tout en plan. Et puis comme par terre, il y a une allumette, ben pendant 1 heure, on se gratouille les dents. On va sur le balcon, la rue, les gens passent, on crache un peu dessus. Oh, pas méchamment. Puis on lève le nez, on regarde dans l'espace. Mais c'est grand l'espace. Puis c'est fatigant. Alors ça suffit. On quitte la fenêtre, tout en se demandant, mais mélancoliquement, si le seul moyen pour pas qu'on s'embête, ce serait pas d'avoir des emmerdements. Et alors, je lui ai mis ce texte. Je n'ai pas eu d'écho après au retour de la Jacques Vabre, mais je me suis dit, c'est tout à fait ça qui se passe. Non, c'est ces gens qui vont faire ce genre de trucs. Je veux dire, c'est tellement dément ce qu'ils font. Bon, bref, mais voilà. Cet homme nous dit, si on n'a pas d'emmerdement, on va s'ennuyer. Allez, une dernière question. Voilà, Jacques. Alors, ce n'est pas une question, Jacques, mais c'est un petit témoignage, parce que je vous ai vu dans Quincaillerie il y a déjà plusieurs dizaines d'années, me semble-t-il. Je pense que vous aviez joué à Jean Vilar, et c'était formidable. J'ai encore le souvenir de vous sous un tas de bouchons, me semble-t-il. C'était extraordinaire, et j'ai vraiment un souvenir... J'ai l'image vraiment dans la tête, je me rappelle comme si c'était hier. Ça me fait plaisir. C'était formidable ce spectacle, Jacques, vraiment, j'ai adoré. C'était le premier spectacle que j'écrivais. C'était extraordinaire. Et qui est donc parti de cette improvisation d'1h20, et puis qui est devenu donc un spectacle où, en effet, mais en fait, tous les autres, je les ai joués ici, à Angers. En tout cas, c'est un souvenir très fort. Et je me demandais bien ce que ça allait donner, parce que c'était... la première fois que je mettais en scène des écritures personnelles. Et la première fois que je l'ai donné, c'était à Dijon, au Théâtre en Mai, donc le festival. Et mes parents sont venus. Ma mère m'a dit non, mais je viens seul. Moi, ton père vient pas. Finalement, il voulait me faire la surprise. Bref, ils sont là dans la salle, comme là. Je joue la première fois un texte de moi. Je suis tout seul avec mon joueur de scie musicale, Maurice Dalf, paix à son âme. Et à la fin je me dis, quand même, je parle de mes parents, il y a quelque chose d'intime, c'est drôle, c'est assez clownesque et tout, mais enfin, c'est un peu naïf et tout. Mais je me dis, comment mes parents vont prendre ça, surtout mon père, je parle beaucoup de lui. Et alors après, je dis, voilà, je salue, ça applaudit. Je dédie cette première représentation à mes parents, en faisant comme ça, exactement, pour pas dire à mes parents, hein, mes parents. Et là, qu'est-ce que je vois pas? Mon père descend les gradins. Il arrive à côté de moi. Et et on salue tous les deux. Bravo. On salue tous les deux. Et il repart. Il va s'asseoir, il repart. Bon. Et ce que je me souviendrai toujours, c'est au moment où il s'assoit, avant de s'asseoir, il y a des gens derrière lui, il fait... Il s'assoit comme ça. Et je me dis, waouh, je suis sauvé, quoi. Je suis sauvé. Il a vu tous ces gens autour de lui rigoler. Il n'a pas pris ça, il ne s'est pas vexé. Il s'est dit, mon histoire peut être drôle, mon histoire peut être universelle. En fait, c'est ça qui est fort pour moi, c'est comme je pars toujours de choses très personnelles et que je vais jouer devant 800-900 personnes, des salles de toutes sortes. Et comme cet enjeu-là de rendre quelque chose de très intime, extrêmement large, et sans en faire des caisses si possible, et que
mais que cet intime-là, personnel, puisse trouver son universalité et que chacun peut se raconter sa propre histoire à travers la mienne, c'est gagné. Mais c'est mon enjeu depuis toujours, depuis que j'écris, en fait. Comment faire du personnel à l'universel, et voilà. Ça a marché, ça marche. Ça marche. Et ce soir, on est aussi la preuve. Merci beaucoup, Jacques. Merci. On a une question, non? Encore une question, non? Oui, alors, merci beaucoup. Alors, je vous propose, si vous souhaitez, vous pouvez aller à la librairie Lirio, où vous allez trouver des bouquins, des DVD, des audio-livres également. Et vous pouvez faire dédicacer ces ouvrages par Jacques Gamblin. Merci beaucoup de votre présence ce soir. Et si vous le souhaitez, à lundi prochain avec Éric Fotorino. Et merci, si vous le pouvez, de laisser une petite participation libre pour les frais de la soirée. À bientôt, bonne soirée et à lundi prochain peut-être.